Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans Univers Sport, je suis Bing Xian. Les amateurs de sport de plein air aiment se qualifier de baroudeurs, mais ceux-ci se divisent en de nombreuses catégories. Notre journaliste, lui, fait partie des novices. Pour sa grande randonnée, il a fait la traversée de la forêt de Shenlongjia sans vivre. Une aventure hors du commun qui a duré 4 jours et 3 nuits. Les sports de plein air se développent rapidement en Chine depuis ces dernières années. Le nombre de pratiquants s'accroît vite également. L'alpinisme et l'escalade sont des activités qui appartiennent au sport extrême. Ces activités ne sont pas pour autant hors de portée. La plupart des gens peuvent y prendre part. Toutefois, il est vital de choisir un guide expérimenté. Wang Qianghua est instructeur de sport de plein air à l'Université des géosciences de Chine. Son métier, enseigner comment survivre dans la nature. Il a déjà guidé plus de 5000 personnes dans des expéditions de survie. Cette fois-ci, il va entreprendre la traversée de la zone inhabitée de Shenlongjia. Il sera suivi dans cette aventure par un novice, notre journaliste Wang Xingming. Leur point de départ était un endroit situé dans cette zone à 3000 mètres d'altitude. Pendant les jours à venir, ils devront survivre par tous les moyens et devront se débrouiller pour sortir de là. Ils ne disposent comme outil que de 2 couteaux. Le district forestier de Shenlongjia se situe dans l'ouest de la province du Hubei. C'est la seule zone administrative du pays qui tire son nom d'une forêt. Celle-ci couvre d'ailleurs plus de 85% de sa superficie. Shenlongjia a une altitude moyenne de 1700 mètres au-dessus de la mer. La plupart des montagnes présentent un dénivelé de plus de 1500 mètres. Pour sortir de la zone inhabitée, il faut d'abord trouver un moyen de descendre la montagne, puis marcher le long d'un précipice. Un test grandeur nature pour nos 2 aventuriers. La moindre erreur peut provoquer une catastrophe funeste. Ce chemin est trop difficile. C'est usant pour les pieds, tu vois. On marche toujours sur un plan incliné, c'est comme ça. Bien, attention à rester près Près de la paroi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je n'ose pas prendre appui sur cette pierre, j'ai peur qu'elle cède. Elle branle? Mes jambes tremblent. Au moindre faux pas, c'est la mort. Tiens, prends ton bâton, repose-toi. Non, c'est la pression, pas la fatigue. Un nombre incroyable d'animaux sauvages vivent dans la zone inhabitée de Shenlongjia. Des ours noirs, des léopards ou des sangliers font souvent leur apparition. Outre les grands animaux, le plus grand danger vient des serpents venimeux. Il faut donc se munir d'un long bâton avec lequel on balaie l'herbe pendant la marche afin d'éloigner les reptiles qui se trouveraient dans les parages. Malgré leur grande vigilance, ils sont attaqués par un serpent dangereux. Appuie bien. La tête? Ok. C'est notre dîner. Tu veux voir son sang? C'est possible? Oui. Je n'ose pas y toucher. Bien, je t'en donne. Ça a quel goût? Aucun. Comme Wang Qianghua sait attraper les serpents, ils échappent au danger et obtiennent fortuitement une source supplémentaire de nourriture. Ça, tu sais ce que c'est? Oui, la vésicule biliaire. C'est le meilleur. Traditionnellement, on la plonge dans de l'alcool. Je n'ai même pas d'eau, alors de l'alcool... Tu peux le gober directement? Ça se mange? Oui, mais fais attention à ne pas la percer, sinon c'est extrêmement amer. Amer? Je gobe? C'est bon pour la santé. Ça colle. Ça a quel goût? Je ne savoure pas. La viande de ce serpent va être une importante source d'énergie pour nos aventuriers.
Le nom de Shenlongjia vient de Shenlong, un héros civilisateur de la mythologie chinoise qui serait venu ici goûter des centaines de plantes médicinales. De vastes zones de cette grande forêt restent encore inexploitées. Étant donné la richesse de la flore et de la faune sauvage, Shenlongjia est aussi qualifié de réservoir génétique des espèces. La forêt abrite 2013 espèces végétales pouvant être utilisées comme des plantes médicinales. On y trouve notamment 4 espèces très prisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Ça s'appelle bol d'eau au bord du fleuve. C'est une plante médicinale? Oui, elle est très rare. Celle à côté de toi s'appelle perle sur la tête. Celle-là, c'est aussi l'une des 4 espèces rares. On l'appelle la fleur aux 7 feuilles. 7 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. C'est descriptif, n'est-ce pas? Une fleur avec 7 feuilles. Cette feuille est surmontée d'une fleur. C'est aussi l'une des 4 plantes médicinales rares de Shenlongjia. On vient d'en trouver 3 sur 4, rien qu'en parcourant une petite distance. Même pas 10 mètres. Oui. Il y a encore une plante qui s'appelle pinceau du roi Wen, et je ne l'ai pas encore trouvée. On voit bien que cette forêt est encore sauvage. Si les gens venaient ici, ils auraient déjà cueilli toutes ces plantes médicinales. Oui, Shenlongjia est une forêt vierge non exploitée par l'homme qui cache un immense trésor. L'après-midi, il commence à pleuvoir. Dans cet environnement moite, il dépense encore plus d'énergie. Il va bientôt faire noir. Passer la nuit sous la pluie serait très dangereux car c'est risqué d'hypothermie. Mais le plus effroyable, ce sont les attaques d'animaux sauvages. Comme ils n'ont plus le temps de construire un abri convenable, il leur faut passer la nuit dans une caverne. Ils doivent maintenant allumer un feu de camp avant le coucher du soleil. Quand on fait de la survie en milieu sauvage, le feu est aussi important que l'eau. La maîtrise du feu est considérée comme un pas vers la civilisation. Cependant, allumer un feu en pleine nature n'est pas chose simple. Comme il a plu, tout est humide. Ils doivent trouver le plus de matériaux combustibles possible tant qu'il fait jour. L'écorce de bouleau est sèche et constitue ici le meilleur moyen pour allumer un feu. Ce dernier sert non seulement à se réchauffer, mais surtout à éloigner les animaux sauvages. Il est essentiel pour donner confiance aux explorateurs. Heureusement, il ne fait pas très froid. On devrait pouvoir faire sécher nos chaussures devant le feu. On ne grelotte pas quand on parle. Dans cette grotte, on peut s'abriter de la pluie, mais c'est très humide. Impossible de s'allonger pour dormir cette nuit, c'est hors de question. Le dîner devrait être pas mal. C'est très peu. Ouais. J'ai faim. Heureusement qu'on a mangé des fruits sauvages en route, mais trop peu. Le serpent a un goût qui ressemble beaucoup à celui du poulet. C'est une viande très nutritive. Un serpent, cela n'a pas suffi à les rassasier, mais étant donné les circonstances, ils doivent s'en satisfaire. C'est plutôt bon. C'est vraiment délicieux. En fait, je pense qu'on a manqué de chance aujourd'hui parce qu'il a plu toute la journée. Oui. À part le serpent, on n'a rien trouvé d'autre à manger. On se repose à tour de rôle. Réveillez-moi tout à l'heure. D'accord. On peut quand même se réchauffer grâce au feu. On sent bien sa chaleur. Comme le dit un proverbe chinois, il est plus facile de grimper une pente que de la descendre. Il faut savoir que l'effort exercé au niveau des genoux est plus important lorsqu'on descend. En une journée, nos 2 explorateurs ont marché au moins 20 km. Ils sont passés de 3000 à près de 2000 mètres d'altitude. La concentration en oxygène est plus élevée et on trouve plus facilement de quoi manger. Des baies de schisandre de Chine. Oh, c'est aussi une plante médicinale? Oui. J'en ai entendu parler. Elle est très connue, on peut en manger. Ça se mange? Oui, mais ça n'a pas bon goût. Sa période de maturation est en juillet-août. C'est très amer. Ça se mange vraiment? Mais oui, quand on a besoin d'énergie. Mais ça m'a l'air d'être un médicament, pas du tout un aliment. On peut en faire des médicaments, mais aussi un aliment pour reprendre des forces, surtout en période de pénurie comme nous sommes.
La forêt couvre de nombreuses gorges plus ou moins profondes. Pour traverser, ils doivent parfois faire un long détour. Voyant le jour décliner, ils sont au bord du désespoir. C'est alors que la forêt leur fait une surprise. Et tu vois ça? Une maison, il y a sûrement quelqu'un. Ne te précipite pas à l'intérieur. Tu vois, on est dans la bonne direction. Il y a quelqu'un. Il semble que personne n'habite ici. Ne te précipite pas à l'intérieur. On dirait qu'elle est abandonnée. Il y a le risque qu'elle s'effondre. Personne. Elle est certainement abandonnée. Allons regarder. C'est la déception. Avec l'application du programme de conversion des terres cultivées en forêt à Shenongtia, les habitants ont quitté la zone montagneuse il y a plusieurs années. On va entrer voir si on peut trouver quelque chose d'utile. Mais d'abord, on doit s'assurer si cette maison est assez solide. En pleine nature, on n'entre pas à la légère dans une bâtisse de ce genre. En milieu sauvage, il faut récupérer le plus d'objets possibles trouvés en route. Ils peuvent être très utiles à la survie. Nos deux aventuriers espèrent trouver des outils ici. Il pourrait y avoir des serpents? Faisons attention. C'est possible parce que les serpents aiment se cacher dans les coins obscurs et humides. Attention aux coins de mur. Ça doit être une aiguille à coudre, c'est utile. Une aiguille à coudre? Oui. À quoi ça sert? Ça peut toujours servir, on la garde. D'accord, je la prends. En milieu sauvage, il faut apprendre à utiliser toutes sortes d'outils. Regarde ce que j'ai trouvé. Une souricière? Oui, prends-la. Durant ce troisième jour de traversée de Shenongtia, la découverte d'une maison abandonnée leur redonne confiance. Comme il y a une habitation, une source d'eau se trouve certainement dans le coin. Shenongtia se trouve sur la ligne de partage des eaux alimentant le fleuve Yangtze et la rivière Han. La forêt de Shenongtia compte 4 bassins, à savoir ceux des rivières Xiangxi, Yandu, Nan et Du. 317 cours d'eau coulent dans le district. Comme prévu, les deux aventuriers trouvent une rivière à midi. Regarde, c'est la rivière que je cherchais. Ça fait des heures qu'on l'entend. Oui, on l'entendait pendant tout ce temps. Oui, on la voit enfin. Mon objectif, c'était de trouver cette rivière. En marchant le long de celle-ci, on est sûr de sortir de la forêt. En pleine nature, un cours d'eau indique que l'on est tiré d'affaire. Il représente aussi une importante source de nourriture. Nos aventuriers peuvent enfin reprendre des forces avec des protéines animales. Ils en sont ravis. Là où il y a peu de courant, le crapaud est une proie facile. J'en ai un, t'as vu? Tu as vu? Ça se mange. On va bientôt reprendre des forces. Faut le faire rôtir? Le temps nous manque. Ce ne serait pas raisonnable de faire un feu. As-tu le courage de manger de la viande crue? D'abord, je dois le préparer en enlevant la peau et en le vidant. Il faut retirer les tripes. Regarde, il est tout propre. Qui goûte en premier? Toi, j'ose pas vraiment. Quand on fait de la survie en milieu sauvage, rien n'est sûr à 100%. Manger de la viande crue comporte un certain risque car les animaux sont susceptibles d'avoir des parasites. En plus de l'expérience de leur guide, les aventuriers doivent aussi compter sur la chance. C'est pas si mauvais. En pleine nature, saisis chaque occasion de trouver de la nourriture pour reprendre vite des forces. Je vais voir si je peux trouver autre chose à manger. Les bonnes choses ont aussi leur mauvais côté. En pleine nature, il n'y a pas de cuisine pour préparer la nourriture. Pour survivre, il faut parfois abandonner ses exigences en matière d'apparence et de goût. Parmi les règles de la survie en milieu sauvage, il y en a une répétée plusieurs fois. Ne perdre aucune occasion d'obtenir de la nourriture. Même si ce dont on dispose n'est pas ragoûtant, il faut manger. Il faut avoir le cœur bien accroché pour manger de la viande de crapaud crue. Ce n'est pourtant pas le plus choquant. Pendant que notre journaliste mangeait le crapaud, Huang Tianhua a attrapé 2 têtards. Il en a réservé un à son compagnon de route.
Cet étard est bien gras. Tu as dit que tu avais faim, non? Ce tétard m'appelle appétit. Il faut reprendre des forces. On le mange en entier? Oui. Sans le vider? Il est tout petit. J'ai vraiment très faim. Mange. Même si c'est repoussant, on ne peut pas rater une occasion de reprendre des forces, parce qu'on ne sait pas quand on trouvera à manger la prochaine fois. Il bouge! N'aie pas peur, pas de gaspillage. Il est mort, je l'ai tué. Puisqu'il est mort, pas de gaspillage. Je vais le gober, je pense que je peux le gober. Voilà de l'eau. Une fois dans l'estomac, c'est de l'énergie. T'as plus faim, non? Vite, rentre vite dans l'estomac. On reprend la route. J'en pleure presque. Outre le crapaud et les têtards, il tombe sur un individu appartenant à une espèce hautement protégée. Tu sais ce que c'est? Tu n'as pas un problème de vue, c'est un camouflage. C'est une salamandre, je l'ai vue. Son nom scientifique est Inobius amgiensis. C'est une espèce protégée. On est chanceux de l'avoir trouvée aujourd'hui. Elle ne vit que dans des eaux très propres. Si l'eau est polluée... Oui, sa présence prouve que l'environnement est très bien protégé à Shenongdia. Tu vois, cette eau est vraiment très propre. Ces animaux peuvent vivre à condition qu'il n'y ait aucune pollution, mais on ne peut pas la manger. Oui, je sais. Malgré la faim, on ne peut absolument pas la manger. Je sais, je ne le ferai pas. Quand on suit le cours d'une rivière, il faut toujours faire très attention au changement du courant. Huang Tianhua remarque une montée du niveau d'eau. C'est un signe de grand danger. Il faut faire très attention quand on marche dans ce genre de rivière. En fait, on prend des risques, surtout quand il pleut. Parfois, il suffit qu'il ait plu quelques jours auparavant en amont pour que des torrents de montagne se forment. Le niveau d'eau s'élève? Oui, regarde ici. À la vue des marques sur la paroi, tu peux juger par toi-même que le niveau d'eau est très haut quand les torrents dévalent. Oui, ici. Et même si le niveau d'eau n'est pas très haut, la vitesse et la force du courant sont étonnantes. En fait, si les torrents dévalaient à cet instant, on n'y survivrait pas. Ces dernières années, de nombreux accidents de ce genre se sont produits dans le pays avec des randonneurs qui s'organisaient eux-mêmes pour traverser des canyons. On dénombre plusieurs cas de décès. Si le niveau d'eau s'élève brusquement et que le courant devient plus rapide, cela veut dire qu'il y a des torrents de montagne en amont. Dans un cas comme ça, il ne faut pas hésiter une seconde et remonter immédiatement. Quelques secondes d'hésitation peuvent faire la différence entre la vie et la mort. On ne peut pas prendre de risques. Il faut quitter la rivière. Après 3 journées difficiles, la situation semble s'améliorer. Près d'un cours d'eau, le moyen le plus efficace d'attraper des poissons est la pêche à la ligne. À cet effet, il fabrique l'équipement nécessaire. C'est un nœud de vache? C'est un nœud plat. Un nœud plat? Oui. Les fils électriques trouvés hier peuvent servir de ligne de pêche. Tordue, l'aiguille devient un hameçon. On creuse la terre pour trouver des lombrics qui serviront d'appât. La rivière regorge de poissons qui sont beaucoup plus faciles à attraper dans les méandres paisibles. Pas de flotteurs, il leur faut tirer sur la ligne dès qu'ils voient un poisson mordre. Ça mord, ça mord! Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai coupé un morceau de bambou tout à l'heure et avec je vais fabriquer une fouenne. On fend l'extrémité du bambou. Cela fait, on insère des petits morceaux de bambou au centre afin de bien séparer les pointes à aiguiser.
La faune est déjà terminée. Regarde, il y a 5 pointes. C'est plus que j'imaginais. La pêche à la faune s'est répandue dans le monde il y a des millénaires. Nos aventuriers sont ravis. Par rapport aux jours de vaches maigres qu'ils ont vécus, on peut considérer que leur prise d'aujourd'hui est abondante. En fait, l'eau est si propre qu'on pourrait manger le poisson cru. Certes, mais puisqu'on a un feu, on en profite pour cuisiner. Après s'être sustentés, nos aventuriers doivent encore construire un abri suffisamment solide. Maintenant, on doit couper plus de branches. Séparons les tâches. Il faut des branches de cette longueur. Quand on construit un abri, il ne faut pas choisir un endroit au bord d'un gué. En cas de forte pluie, il pourrait y avoir une crue et l'abri risquerait d'être englouti par les flots. Tu pourrais chercher ce genre d'herbe sèche. Posée sur le sol, c'est un bon calorifuge. Ouais, je vois. Avant la tombée de la nuit, Wang Tianhua installe la souricière près du camp. Il espère pouvoir attraper de petits animaux pour le petit déjeuner du lendemain. Si on allume un feu de camp près de l'abri, celui produira de la chaleur. Cela forme un cercle protecteur qui permet de se prémunir du froid pendant la nuit. Heureusement, aujourd'hui, il ne pleut pas. Sinon, on aurait été dans beaux draps. Oui, aujourd'hui il fait beau. Grâce au feu, je me sens bien mieux. Demain, on arrivera à sortir de la forêt? On fera tout ce qu'on pourra. Tous ces efforts physiques, ça m'épuise, c'est vrai. Et rien, ce soir on se réchauffe au coin du feu et on va dormir. Demain matin tu seras plein d'énergie. La rivière s'élargit petit à petit et fort de ses années d'expérience en pleine nature, Wang Tianhua a grand espoir. Il prépare des champignons noirs qu'il a trouvés en vue du dernier effort à fournir. La chance de la veille continue. Le troisième jour, les conditions de survie sont de moins en moins difficiles. Le sort de nos aventuriers s'est amélioré. Ils ont même mangé du poisson rôti. Le matin du quatrième jour, ils ont une autre surprise. Il y a un rat dans le piège. Où? Ici, un rat. C'est un rat. Oui. Oh mon Dieu. On a de la chance, n'est-ce pas? Tu trouves? Tu n'oses pas? C'est délicieux. Non, je n'oserais pas. Prends-le. J'ai peur. Bon, je le fais. Je trouve ça dégoûtant, tu sais. Ça ira. Allez. Si je ne regarde pas, ça va, je n'ose pas regarder. Il est sûrement très propre. Plusieurs fois, j'ai imaginé qu'on attraperait un lapin ou quelque chose du genre, mais un rat, jamais. Ah, la queue est coupée! Je le prends. Oh mon Dieu! J'ai cru qu'il revenait à la vie. Je voudrais me débarrasser de ma main. Elle est souillée. C'est trop éloigné de ce qui se mange. Mais je n'ai pas le choix. Je suppose que je dois manger ce rat, sinon je ne pourrai pas m'en sortir. C'est comme ça. La viande de mammifère est plus nourrissante et savoureuse. Après l'avoir bien préparée, embrochez la viande de rat et faites-la rôtir au feu. Comptez au moins 30 minutes pour vous assurer de tuer tous les germes. Ici, les rats sont très propres. En plus, au niveau de l'apparence, il a un ventre très blanc. C'est peut-être un campagnol. Pour ceux qui vivent ce genre d'aventure, le plus grand défi, c'est surmonter les peurs psychologiques. Si vous trouvez des aliments qui peuvent assurer votre survie, quels qu'ils soient, vous devez les manger. C'est cuit. Fais comme si c'était un petit lapin.
Du lapin. C'est du lapin. Délicieux, j'en prends encore un morceau. Je crois que j'ai enfin surmonté ma peur. Il faut toujours bien éteindre le feu avant de partir pour prévenir tout départ d'incendie. C'est très important. Oui, tu te débrouilles très bien. Il faut s'assurer qu'il est éteint. Wang Xingming, qui mange tout ce qu'il croise sur son chemin ces jours-ci, devient à son tour une proie dans la chaîne alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Une sangsue. Je vais l'enlever, attention. Il y a beaucoup de sangsues dans cette rivière. Elle peut se nourrir de sang humain, donc il faut faire attention. Après avoir traversé un cours d'eau ou marché sur sa rive, il faut d'abord inspecter ses jambes et ses pieds, et même le reste du corps. Elle est venimeuse? Non, mais elle injecte un liquide anticoagulant. Quand elle pompe ton sang, celui-ci ne peut plus coaguler. Heureusement, on l'a découvert à temps. C'est rien, tu vas vite t'en remettre. Quand on est mordu par une sangsue, il ne faut surtout pas tenter de l'arracher avec les doigts. C'est contre-productif car elle risque de s'accrocher davantage. De plus, des parties de son appareil buccal pourraient rester dans la peau et provoquer une infection. La sangsue injecte un liquide qui empêche la coagulation du sang. Normalement, une petite blessure comme celle-ci se serait déjà refermée, mais là, elle saigne encore. Attends, je vais voir si on peut trouver quelque chose pour arrêter le saignement. Si on était en ville, on pourrait soigner cette blessure sans problème, ce serait quelque chose d'anodin. Mais comme on est dans la forêt vierge, j'ai peur que cette blessure qui saigne ne s'infecte. Ce serait un gros souci parce qu'on n'a aucun médicament et on ne sait pas quand on arrivera à sortir de la forêt. En fait, ce n'est pas douloureux. Après une morsure de sangsue, il faut calmement soigner la blessure pour prévenir toute complication. Je dois bien mastiquer avant de l'appliquer sur ta blessure. Voilà, c'est fini. J'ai vraiment pas mal, je ne sens rien. Quand une sangsue te mord, si tu ne la découvres pas à temps, tu ne sens rien. Mais si tu mets trop de temps à t'en apercevoir, quand tu t'en rends compte, elle peut déjà avoir grandi comme ça. Ces derniers jours, Shen Hongtia a dévoilé son côté sauvage à nos deux aventuriers. Les montagnes, la forêt et le danger qui rôde ont mis leur nerf à rude épreuve. On sort enfin. Oui, c'est fini. 4 jours et 3 nuits. Notre dur périple touche à sa fin. C'est pas trop tôt. On retrouve enfin la civilisation. Pour survivre en milieu sauvage et gagner l'estime de Dame Nature, il faut croire fermement en ses capacités et ne ménager aucun effort. Nos deux aventuriers méritants peuvent maintenant rentrer chez eux.